Salut, c'est Marco de Top 4 Phone. Aujourd'hui, une petite vidéo de test en avant-première du Wiko Sync Plus. Alors, je dis en avant-première parce que le mobile n'est pas encore commercialisé. Je crois que nous faisons partie aujourd'hui des rares à avoir déjà reçu ce téléphone en test. Si ce n'est, je crois que d'ailleurs nous sommes les premiers à le tester. Donc, c'est une bonne nouvelle. Donc, c'est pour nous l'occasion justement de vous présenter en avant-première ce fameux Wiko Sync Plus, un mobile que je vous avais déjà récemment présenté notamment à l'occasion d'une vidéo de déballage au cours de laquelle je vous avais montré cette fameuse boîte, le mobile en lui-même et les accessoires qui sont fournis avec. Aujourd'hui, c'est bien une vidéo de test puisqu'on va s'attarder sur le téléphone en lui-même, ses spécifications, ses caractéristiques techniques. Et on va diviser cette vidéo finalement en deux grandes parties qui sont un peu les parties classiques chez nous. Première partie, le matériel en lui-même, l'esthétique du téléphone, le hardware donc. Deuxième partie, le logiciel, les applications, donc le système d'exploitation et l'utilisation du téléphone. Et à la fin de cette vidéo, on va tirer la conclusion de savoir si c'est un mobile que je vous recommande ou non. Est-ce que c'est un mobile finalement qui doit faire partie de votre liste de choix? Et bien ça justement, on en parlera à la fin de la vidéo. Alors en introduction, en guise d'introduction, ce que j'aimerais vous rappeler, c'est que Wiko est donc un importateur français qui forcément s'appuie sur un partenariat technologique avec une marque qui s'appelle Tino, qui est une marque chinoise qui conçoit et fabrique les mobiles. Donc Wiko importe ses mobiles en France, les commercialise en France, donc sous la marque Wiko, en faisant cette fameuse sélection de mobiles. Alors aujourd'hui, on est en face du Wiko Sync Plus. Un mobile donc importé par Wiko. Wiko qui est une marque française installée à Marseille, ça c'est pour le petit détail, c'est une marque qui existe déjà depuis 3 ans et qui semble déjà avoir à son actif un certain nombre de succès commerciaux, notamment avec le Wiko Sync tout court, le Wiko Sync Slim, Pix, King, enfin autant de Wiko qui sont apparemment couronnés de succès sur le marché français. Aujourd'hui on est en face du Wiko Sync Plus, qui est un entrée de gamme chez Wiko, qui est un mobile dont on attend qu'il soit commercialisé à moins de 100 € et plus précisément à 99 € prix client conseillé, donc TTC. On est en mars 2013 lorsque je fais cette vidéo, donc on verra bien au moment de sa commercialisation quel sera son véritable prix, mais on a bon espoir en tout cas, voilà, qu'il soit commercialisé à moins de 100 €. Donc moins de 100 € mobile nu pour un mobile neuf justement sur le marché français, qu'est-ce que ça fait? Bien, ça fait que ce mobile est classé parmi les entrées de gamme. Donc en théorie c'est un entrée de gamme, mais on va rentrer un petit peu dans le détail au niveau de ses caractéristiques et on va se rendre compte que ce téléphone a pourtant des caractéristiques qui sont plus proches de celles d'un moyen de gamme que celles d'un entrée de gamme. Donc apparemment sur le papier un excellent rapport qualité-prix, mais justement on va en parler. Alors première partie finalement de cette vidéo, c'est l'esthétique du téléphone et c'est notamment ses dimensions. Première chose, c'est la prise en main du mobile. Vous allez constater, c'est un mobile qui se prend très très bien en main. Alors j'ai pas des mains de géant, vous commencez à me connaître, hein, vous le savez, et pourtant le mobile tient très très bien en main. Tout ça est lié à des dimensions qui restent raisonnables, tout cela étant lui-même lié, justement ces dimensions étant elles-mêmes liées, pardon, à l'écran qui lui-même est raisonnable. C'est à savoir que l'écran est un 3,5 pouces, et donc c'est strictement la même diagonale qu'un iPhone 4. On est donc sur un encombrement qui est très similaire à celui d'un iPhone 4, si ce n'est que le Wiko Sync Plus est un petit peu plus épais. Et on est donc, je le disais, sur un téléphone qui est raisonnable aujourd'hui, tout simplement parce qu'en 2012, fin 2012, début 2013, on a vu une abondance d'écrans 4 pouces, 4,5 pouces, 5 pouces arriver. Donc on a des téléphones qui sont de plus en plus grands et aussi qui sont de plus en plus lourds, qui ont des dimensions de plus en plus conséquentes et forcément des prix aussi de plus en plus élevés. Là on est sur un téléphone qui est très raisonnable, 99 € normalement, c'est ce qui est attendu, avec des dimensions qui sont très raisonnables aussi. Alors des dimensions que j'ai dû moi-même prendre avec ma bonne vieille règle, tout simplement parce que le téléphone aujourd'hui n'est pas encore communiqué, il n'y a pas sa spec, la fiche technique n'existe pas encore, du moins sur le site du constructeur. Et donc j'ai dû prendre ma bonne vieille règle et ma bonne vieille balance électronique pour vous donner les dimensions suivantes et le poids suivant. Donc on est sur un téléphone qui fait 11,5 cm de long, 6,2 cm de large et qui fait 1,2 cm d'épaisseur. Le tout pour un très raisonnable 113 grammes, pesé avec ma balance électronique donc. 113 grammes, ce qui inclut le téléphone, la batterie, les deux cartes SIM, puisqu'il s'agit d'un double SIM, et la carte micro SD, puisqu'il a un emplacement micro SD, ce fameux mobile. Alors si je le confronte avec notamment l'épaisseur d'un iPhone 4, on va voir, hein, on est un peu plus épais qu'un iPhone 4, tout simplement de 3 à 4 mm supplémentaires. Voilà, donc ça c'est pour la petite différence, c'est un petit peu pour l'échelle de référence, de comparaison on va dire. Voilà, donc un téléphone qui somme toute présente donc des dimensions raisonnables, des dimensions convenables, une très bonne prise en main, une bonne prise en main d'ailleurs qui me permet
d'utiliser l'écran avec un seul pouce. C'est une des remarques que certains lecteurs m'ont faites, notamment de savoir si le téléphone, une fois pris en main, pouvait être utilisé avec un seul pouce. Eh bien oui, vous le voyez, avec un écran 3,5 pouces, on n'a pas de problème de diagonale. J'arrive à toucher n'importe quelle zone de l'écran sans aucun problème, tout en tenant le téléphone. Par contre, petite note, je vous conseille de tenir fermement le téléphone en main, tout simplement parce qu'il est complètement en plastique verni, il est complètement glossy, donc il a tendance à glisser. Donc je vous conseille vraiment de le tenir fermement en main, mais on va revenir sur cet aspect-là. Ah, petite alerte batterie, pour me dire qu'il va peut-être falloir que je me dépêche au niveau de ce test. Alors voilà, donc ça c'était pour le petit niveau dimension. Alors maintenant faisons un tour de l'esthétique du téléphone. Alors on est sur un téléphone écran 3,5 pouces sur la face avant, 3 touches sensitives ici qui sont rétroéclairées. Voilà. Sur le dessus de l'écran, on retrouve ici, alors je jongle avec les reflets, un écouteur et le capteur frontal qui vous permet de faire de la visio. C'est un 0,3 mégapixels. L'écran de 3,5 pouces, on va y revenir d'ici quelques instants. Sur le côté gauche du mobile, je retrouve ici le contrôle de volume plus-moins. Sur le dessus du mobile, je retrouve un bouton on-off plastique chromé, un connecteur micro USB pour la charge et la synchronisation, un jack 3.5. Sur le côté droit du mobile, je ne retrouve strictement rien, si ce n'est ici une petite fente qui va me permettre de retirer le cache batterie d'ici quelques instants. En bas du mobile, strictement rien, si ce n'est ici l'entrée micro. Enfin, à l'arrière du mobile, le marquage Wiko, le haut-parleur, le capteur photo principal qui est un 3,2 mégapixels avec son petit cadre en aluminium brossé, on dirait autour. Voilà, pas de flashlight, pas d'autofocus, mais on va revenir aussi sur ces notions. Et alors si je retire le cache batterie, alors vous aurez vu, hein, vous l'avez déjà remarqué que le téléphone est en plastique totalement verni. Il existe en deux versions, hein. Ici on a la version noire, mais je vais vous le montrer sur la boîte. Il en existe aussi une version blanche, blanche et noire. Donc blanc total et noir total. Voilà. Alors si je retire maintenant le cache batterie, alors qui est un petit peu dur, il va falloir que je force un petit peu. Alors si je retire le cache batterie, voilà, tout en tenant fermement le téléphone en main pour éviter qu'il ne m'échappe, j'accède donc à la batterie. Alors la batterie c'est une 1300 mAh sur laquelle je reviendrai notamment à la fin de la vidéo. Et j'accède à l'intérieur du mobile, donc à l'emplacement des deux cartes SIM ici, format classique, et notamment à l'emplacement de la carte micro SD qui accepte jusqu'à 32 Go de mémoire supplémentaire. Donc. Voilà, sachant qu'ici, vous l'avez remarqué, j'ai utilisé des adaptateurs, tout simplement parce que les cartes SIM sont au format normalement classique, normal, et moi j'ai une carte SIM nano, et une carte SIM micro fournie par l'opérateur Pritel, que je tiens d'ailleurs à remercier, Pritel étant notamment l'opérateur qui nous permet de tester nos mobiles avec ses propres cartes SIM, ce qui nous permet notamment de vous proposer un vrai test, c'est-à-dire qu'on utilise tout, la 3G, la notion de double SIM, tout est testé justement avec les cartes SIM Pritel. Mais dans l'absolu, ce mobile n'est pas bloqué, petite parenthèse, donc ce mobile n'est pas bloqué, vous pourriez très bien l'utiliser avec n'importe quel opérateur, Pritel et un autre, ou n'importe quel autre, et n'importe quel autre. Voilà. Donc je viens d'allumer le téléphone, petit écran de démarrage, on a vu qu'il y avait écrit Android parce que c'est un Android Phone, Sync Plus by Wiko parce que effectivement c'est le modèle Sync Plus. Donc on attend qu'il démarre ce fameux mobile, voilà, écran de démarrage, donc normalement je vais m'avoir mes deux fameuses sessions de login, enfin en tout cas mes deux codes PIN à taper. Vous allez voir je suis extrêmement imaginatif, je suis très mauvais élève en fait, je n'ai pas changé les codes PIN de base. Voilà, donc... Les coordonnées sont souvent les plus mal chaussées, effectivement, et en outre sont souvent les plus mauvais élèves. Hein. Donc, effectivement, c'est le cas. Donc voilà, on a effectivement le déverrouillage des deux cartes SIM qui vient de se passer. Donc deux cartes SIM Pritel, bon ça j'enfonce le clou, mais j'aurais pu très bien utiliser ce téléphone avec n'importe quel opérateur. Et donc ça c'était pour vous montrer effectivement l'intérieur du mobile. Alors je reviendrai sur cette notion également de double SIM lorsque je vous présenterai eh bien, la gestion des deux cartes SIM. Alors maintenant pour revenir à l'écran, donc je vous ai évoqué c'est un 3,5 pouces, donc je vais le remettre en confrontation avec le fameux écran d'un iPhone 4. Voilà, donc on a vraiment la même diagonale. Par contre en termes de résolution, on n'en est pas du tout au même niveau, puisque l'écran du Sync Plus est un HVGA, donc ce qui veut dire qu'en termes de pixels, on obtient une résolution de 480 pixels par 320 pixels, donc c'est pas du HD. Le HD commence à 720 pixels minimum de côté. On est sur une densité de pixels un peu faible, forcément, puisqu'on a un écran certes petit, mais avec une résolution qui est encore plus petite. On a donc un écran qui a une densité de 164 ppp, donc les fameux pixels par pouce, ou encore en anglais pixels per inch, ppi. Donc voilà, 164 ppi. Concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? Bien, ça veut dire que lorsque je lance une petite vidéo de YouTube, HD par exemple, on sent peut-être un petit manque de netteté. Par contre, pour lire les SMS, les emails, les pages web, c'est pas un problème. C'est juste lorsque vous allez vouloir regarder une vidéo HD, vous allez sentir un petit manque, tout à fait en termes de netteté, sans tomber dans quelque chose d'extrêmement catastrophique. Alors justement, je vais lancer une petite vidéo YouTube HD et on va voir ce qu'il en est. Alors je vais volontairement
mettre la HD, et non, voilà, si. En espérant que mon Wi-Fi ne sature pas trop aujourd'hui. Alors le son est procuré par le haut-parleur, ce qui me permet également de vous parler de ce dernier. Un son plutôt puissant, mais qui a tendance à devenir grésillard si vous le poussez trop loin. Alors vous le voyez, la qualité d'image n'est pas forcément catastrophique. Je suis très critique parce que j'aime bien la HD, donc c'est pour ça que je suis très critique avec les écrans qui ne sont pas HD. Mais on reste sur une qualité d'image qui est acceptable. Voilà, acceptable. Alors l'écran, je vous l'ai évoqué, effectivement, très bonne luminosité, une luminosité d'ailleurs qui n'est pas automatique, mais qui peut se régler en 3 niveaux. Voilà. Donc je vais mettre le niveau intermédiaire justement pour ne pas trop flasher au niveau de l'image. Une bonne gestion des couleurs, on n'est pas sur quelque chose de catastrophique en termes de gestion des couleurs notamment. Alors si je fais un petit test. Alors la luminosité, vous allez le voir, est très bonne. Le contraste, lui, est un petit peu moins bon parce qu'il y a toujours une rémanence lumineuse. D'autant plus que, comme vous le voyez, j'ai mis des empreintes digitales partout. C'est pas très cool. Alors attendez, je vais nettoyer l'écran. Quand même, ça sera peut-être un peu mieux. Voilà. Donc justement, pour revenir notamment à cette notion de luminosité. Donc très bonne luminosité, c'est pas le problème. Par contre, la notion de contraste est voilà, soumise à cette rémanence lumineuse. Donc on a toujours cette impression de lumière, quoi qu'il arrive, même dans les sombres. Et la gestion des couleurs est plutôt bonne, avec un vert qui teinte plutôt sur le jaune et un violet qui teinte plutôt sur le mauve. Mais malgré tout, voilà, on est sur une gestion des couleurs qui est plutôt satisfaisante. Voilà, avec un vrai contraste. Pas trop de problème là-dessus. Voilà, c'est juste effectivement une très légère aberration chromatique, avec notamment un rouge qui teinte un peu sur l'orange, donc un vert qui teinte un petit peu sur le jaune et un bleu qui teinte un petit peu sur le mauve violet. Voilà, mais c'est pas vraiment catastrophique, ça se détecte pas vraiment lorsque l'on regarde des emails, des photos, des vidéos, etc. C'est pas trop grave en soi. Voilà, donc ça c'était pour l'écran. Maintenant pour donner la notion, eh bien, tout simplement de la dalle. Alors la dalle est une dalle tactile capacitive, donc c'est la meilleure des technologies par rapport à la résistive notamment versus la résistive. On est sur un écran qui, sur une dalle tactile qui montre une bonne réactivité. J'ai pas noté de lag, de latence au niveau de son utilisation. Donc on est sur quelque chose qui tourne pas trop mal. Voilà, la dalle tactile est plutôt bonne. On est sur une dalle tactile par contre qui n'est pas une Gorilla, et donc mon test habituel maintenant est d'enfoncer systématiquement les dalles sur les écrans, enfin d'enfoncer la dalle pour voir si ça perturbe l'écran sur les vidéos que je fais désormais. Alors regardez, voilà, si j'appuie fort, là je suis vraiment en train d'exercer une très forte pression. Et bien effectivement j'arrive à déformer l'écran qui se trouve derrière, ce qui me laisse dire qu'il manque un petit peu de rigidité. Elle manque un peu de rigidité cette dalle tactile. Comme c'est du verre certes, mais là c'est très souple. On n'est pas sur du Corning Gorilla, donc on est effectivement sur quelque chose qui a tendance à s'enfoncer. Ce qui me fait d'ailleurs faire une petite parenthèse avec le dos du téléphone, c'est de la même chose. En cas de très très forte pression, on a comme l'impression qu'il y a une sorte d'enfoncement. Voilà. Donc c'est pas très grave en soi, parce que vous n'arriverez probablement jamais à ce niveau de pression sur votre téléphone. Il faut vraiment appuyer très fort pour arriver justement à déformer et l'écran et le dos du téléphone. Il faut vraiment appuyer très très fort, mais c'est juste pour dire effectivement qu'en cas de forte pression sur la dalle tactile, vous allez forcément impacter l'écran. Et est-ce que ça peut nuire à la résistance du téléphone? Peut-être. Voilà. Donc il faut être vigilant avec ce téléphone, il ne faut pas le mettre non plus n'importe comment. Premièrement, j'ai l'impression que le dos risque de se rayer rapidement puisqu'il est en plastique verni, et ça a tendance à se rayer assez vite. Et l'écran justement, est souple. Donc faites attention, si vous le mettez dans une poche arrière de votre jean, ne vous asseyez pas avec le téléphone dans la poche arrière, vous risqueriez peut-être d'écraser l'écran. Donc voilà, c'est ma petite remarque. C'est pas un téléphone avec lequel il faut avoir d'extrêmes précautions, mais il faut juste être raisonnable. Voilà. Donc ça c'était pour son écran et notamment sa dalle tactile. Donc ça je vous en ai parlé effectivement, cette petite tendance à s'enfoncer. Alors maintenant autre notion justement de l'analyse matérielle, c'est les performances. Alors les performances je les mesure notamment, désormais vous le savez, systématiquement avec Antutu et Quadrant. Antutu m'a donné un score qui est extrêmement satisfaisant, donc que vous voyez devoir, qui est un score de 8206 points, donc plus de 8200 points. C'est clairement le score d'un très bon moyen de gamme actuel. Donc on est vraiment d'ailleurs sur quelque chose qui me surprend, je ne peux pas dire les choses autrement. J'ai été extrêmement surpris, agréablement surpris, d'obtenir un score aussi élevé de la part d'un Wiko Sync Plus. Alors je vais revenir notamment sur ce qui permet d'avoir ces scores élevés. Donc là on a un score qui est très élevé, 8206 points, on est très largement au-dessus d'un entrée de gamme qui tourne aux alentours plutôt de 3000 et quelques points sur Antutu. On est vraiment typiquement dans le score d'un très bon moyen de gamme. Si je lance Quadrant, on a au même registre. Je suis obligé de relancer le test, donc n'hésitez pas à accélérer.
avec le petit curseur de la vidéo YouTube, parce que là vous allez vous taper l'intégralité du test quadrante, donc désolé. Bon, ça vous permettra notamment d'avoir des petites images mignonnettes, ça va s'afficher, vous allez voir, c'est très mignon un test quadrante. Voilà, donc tout ça me permet justement de faire une petite parenthèse justement sur les performances même du mobile. Alors, on a vu un Antutu qui donne un très très bon score de 8200 points, enfin un petit peu plus, 8206 pour être précis. Maintenant, je vais vous évoquer ce qui permet notamment d'obtenir ces scores. Alors, on a un processeur qui est un processeur, donc un CPU, ce qu'on appelle en anglais un CPU, qui est un processeur de calcul, donc qui est un MT6577, c'est un ARM V7 en fait. C'est un processeur double cœur, et c'est un processeur double cœur 1 GHz. Le tout est épaulé par 512 MO de mémoire vive. Donc oui, effectivement, là on a un élément, un couple d'éléments qui sont pas trop mauvais, hein, quand même, surtout pour un entrée de gamme, on est sur quelque chose voilà, qui s'apparente plutôt à du moyen de gamme. Et en termes de processeur graphique, alors ça va parler uniquement aux experts, aux amateurs, on est sur un Power VR SGX 531, donc ce qui reste un processeur graphique, voilà, somme toute sympathique. Pas de contre-indication sur le processeur graphique qui est dans la bonne norme. Voilà, donc on va voir justement ce que nous donne le test maintenant, le test quadrante, le scoring quadrante. Voilà, donc le scoring quadrante, alors on va faire un petit zoom. On obtient un score de 3274 points. Alors, pour tout vous dire, sur un score précédent, j'ai obtenu 3100 points. Donc, il n'y a rien de très étonnant à avoir une variation d'une centaine ou 200 points sur un score quadrante ou en tout. Donc, en gros, on est plutôt sur un score à 3000 et quelques points, voilà, 3000 points sur quadrante sur ce téléphone. Donc, un score, somme toute, très très sympathique. J'en reviens là-dessus. C'est vraiment des tests voilà, qui me permettent de vous dire que le téléphone, pardon, excusez-moi, est doté de bonnes performances. Alors, je vais juste faire un petit truc là pour vous évoquer notamment la mémoire vive de ce téléphone. Alors, gérer les applications. Alors, ça va notamment aussi me permettre de faire une parenthèse sur, notamment sur la mémoire de stockage. Alors, en fait, il faut savoir, là je suis en train de rentrer un petit peu dans la RAM et dans la capacité de la mémoire RAM, justement ce qui est consommé. Donc, chose à remarquer, c'est que ce téléphone a 512 MO de RAM. Sur les 512 MO de RAM, lorsque vous allumez votre téléphone, vous en avez à peu près la moitié. Bon, là on voit qu'il y en a à peu près 300, mais vous en avez à peu près la moitié. Donc là on en a un peu plus parce que j'ai lancé quelques applications. On en a 250 qui disparaissent ne serait-ce que pour faire fonctionner le téléphone. Voilà, donc ce qui veut dire qu'au fait, pour faire tourner vos applications et vos jeux supplémentaires, vous n'aurez que 250 MO de RAM environ. Voilà, rien de très très étonnant en fait. Android est plutôt gourmand. Et d'ailleurs pour tout vous dire, je suis même plutôt satisfait de la gourmandise d'Android 4.1.1, donc c'est la version qui est là, sur ce téléphone, puisque finalement on n'a que 250 MO de RAM, squatté de base, là où je m'attendais quand même à plusieurs centaines, beaucoup plus que ça d'ailleurs, en termes de RAM squatté. Donc on est finalement sur un téléphone qui est plutôt optimisé au niveau de sa consommation de RAM par son système d'exploitation. Je voulais évoquer aussi, je voulais rentrer notamment dans la notion de mémoire de stockage. Alors la mémoire de stockage, à la base, sur ce téléphone, elle est de 4 Go. En fait, le constructeur revendique 4 Go de mémoire de stockage sur ce téléphone. En fait, la véritable mémoire de stockage que vous allez pouvoir utiliser sur ce téléphone est plutôt de 1,5, sachant qu'au final, pour installer vos jeux et vos applications, vous n'allez avoir que 1,2 Go d'exploitable. Donc en gros, tout ça pour vous dire que sur les 4 Go qui sont annoncés initialement, vous n'en aurez que 1,2 véritablement exploitable. Le reste est squatté par le système d'exploitation, etc. Bon, les applications natives. Donc en gros, pour tout vous dire, je vous conseille fortement d'acheter une carte micro SD que vous pouvez ajouter dans ce téléphone, tout simplement parce que la micro SD se trouve sous le cache batterie, sous la batterie, donc vous avez bien un emplacement qui vous permet d'ajouter jusqu'à 32 Go de mémoire. 32 Go de mémoire aujourd'hui sur le web, ça vaut moins d'une trentaine d'euros. Selon moi, c'est un investissement qui n'est absolument pas idiot, dans le sens où en plus la micro SD vous pourrez l'ajouter de mobile en mobile, c'est-à-dire que si vous changez de mobile un jour, vous pourrez très bien la prendre avec vous et l'ajouter dans votre futur mobile. Pour moi c'est un bon investissement, moins de 30 euros pour une 32 Go, bah, c'est pas trop mal, moins de 10 euros notamment pour une 8 Go, voilà, c'est pour un peu vous donner les prix de ce que vous pourriez ajouter comme mémoire dans ce téléphone. Moi en tout cas je vous recommande justement d'ajouter de la mémoire dans ce téléphone, voilà. Donc ça c'était pour les performances notamment et la mémoire de stockage, la mémoire vive, le CPU, le GPU. Alors maintenant pour en revenir à la connectivité, on est sur un téléphone, vous allez le voir, qui est plutôt connecté. Alors on est sur un téléphone qui est Wi-Fi, Bluetooth, GPS, AGPS, qui est un téléphone qui est 3G+, donc très bon point, micro USB donc sur le dessus avec un jack 3.5, ça je voulais évoquer. On est donc sur un téléphone voilà, qui est connecté,
voilà, données cellulaires, 3G+, Wi-Fi, etc. Hotspot, notamment pour le Wi-Fi. Donc on est vraiment sur un téléphone qui est connecté. Certains pourraient dire qu'il manque la 4G, mais ça c'est encore réservé au très haut de gamme. Il manque également le NFC. Le NFC c'est plutôt l'apanage des moyens de gamme et des hauts de gamme. Donc finalement on est sur un téléphone qui, à mon sens, est très connecté, d'autant plus connecté qu'on est sur un prix entrée de gamme. Donc on est somme toute sur un téléphone voilà, qui est très bon en termes de connectivité. Alors d'autant plus bon, d'autant plus intéressant qu'il est doté donc d'une gestion de 2 cartes SIM. Et donc d'une gestion des 2 cartes SIM qui est prise en charge par Android en natif, qui est très intéressante. À savoir que normalement, notamment, je peux passer en mode avion n'importe quelle de mes 2 cartes SIM à n'importe quel moment, sachant que je peux aussi très bien décider de n'utiliser ce téléphone qu'avec une seule carte SIM. J'insiste, c'est pas parce que c'est un dual SIM que vous êtes obligé de l'utiliser en dual SIM, vous pouvez très bien l'utiliser en simple SIM. Alors, je peux passer mon téléphone en mode avion à n'importe quel moment, voilà. Et je peux gérer les 2 cartes SIM de cette manière. Je peux personnaliser la couleur pour bien m'y retrouver des 2 cartes SIM comme j'ai envie. Je peux aussi personnaliser le nom de la carte SIM. Moi, j'ai mis Pritel 1 et Pritel 2, tout simplement parce que j'ai 2 fois l'opérateur Pritel. Après, je peux très bien décider aussi, au niveau des appels vocaux, de l'appel vocal, que ce soit toujours la carte SIM 1 ou 2 qui soit toujours utilisée, strictement utilisée, ou alors me poser la question à chaque fois que je veux émettre un appel. Même chose pour... alors les appels vidéo, c'est soit 1, soit 2. Les SMS MMS, c'est la même chose, soit 1, soit 2, soit toujours me demander. La connexion à la data, c'est pareil, soit 1, soit 2, soit rien du tout d'ailleurs. Vous avez remarqué que je peux très bien décider de ne pas avoir de connexion data. Et alors pour l'itinérance, pareil, je peux gérer l'itinérance des données par carte SIM, enfin carte SIM 1 ou 2. Pour les contacts, je peux très bien décider d'allouer un contact à une carte SIM, ce qui veut dire que lorsque je vais appeler, la carte SIM qui va être utilisée sera préférentiellement la carte SIM sur laquelle j'aurai alloué le contact, sachant que j'ai quand même une option pour changer au moment de l'appel la carte SIM avec laquelle je vais émettre l'appel. Donc vous avez quand même une gestion des cartes SIM qui est relativement fine, qui s'est améliorée sur Android, puisque là on est vraiment sur l'Android de base, mais qui s'est améliorée dans le sens où en 4.0 je crois, on n'avait pas cette gestion de SIM aussi précise, on n'avait pas notamment la gestion des données cellulaires de manière aussi précise, etc. L'itinérance n'était pas aussi bonne. On est vraiment voilà, sur une très très bonne gestion des doubles SIM. Sachant que je le répète encore une fois plus, mais j'aime bien enfoncer le clou sur cette notion-là, parce que j'ai souvent cette question. Oui, vous pouvez gérer, oui, vous pouvez utiliser le téléphone avec une seule carte SIM. Voilà. Donc c'est vraiment un double SIM qui est en plus extrêmement souple. Alors je voulais évoquer, on a finalement un Android. Alors justement Android, c'est un Android 4.1.1. C'est la dernière version d'Android, on va dire pour le commun des opérateurs. Sachant que les Nexus par exemple, qui sont les Nexus 4 et 7, que j'ai eu l'occasion de vous présenter récemment, sont elles déjà présentes en 4.2.2, donc elles ont vraiment la version ultime, mais qui n'est disponible que par Google sur son propre matériel. Les autres opérateurs n'ont pas encore fait le travail, les autres constructeurs pardon, n'ont pas encore fait le travail pour dupliquer cette 4.2.2 sur tous leurs mobiles. Par contre, on est sur une version qui est clairement une Jelly Bean, 4.1.1. La 4.2.2 c'est exactement aussi la même version avec quelques petites optimisations graphiques, techniques, mais on est sur vraiment l'excellente version d'Android qui est la 4.1.1 Jelly Bean. Alors elle est en version brute de décoffrage. Alors quand je dis brute de décoffrage, c'est-à-dire que voilà, il n'y a absolument aucune customisation de la part de Wiko, ou plutôt de son partenaire techno qui s'appelle Tino, sur ce mobile, sur cet Android. Donc charge à vous de pouvoir le personnaliser. Vous pouvez le personnaliser notamment via le Google Play. Vous pouvez télécharger des applications, des jeux, des livres, des films, de la musique, tout simplement via Google Play, sachant que eh bien, malheureusement la plupart du contenu que vous allez télécharger est payant. Mais voilà, vous pouvez customiser votre mobile à votre bon vouloir, sachant que de base il est plutôt souple. Il n'y a pas de customisation, donc charge à vous de le customiser. Voilà. Moi pour le coup, vous avez vu, via Google Play, eh bien, j'ai téléchargé quelques petits jeux, quelques petites applis. Alors pour en revenir au système d'exploitation, de base, il a quand même des bons points. Il a quand même un navigation, qui est un logiciel de navigation, un GPS, logiciel de GPS en fait finalement qui s'appuie sur le AGPS de ce téléphone. Il a Google+, Facebook, Twitter, il a un Chrome, donc qui est un navigateur qui vous permet, forcément comme son nom l'indique, de naviguer sur Internet, c'est un navigateur qui marche bien. Alors d'ailleurs ça me permet de vous montrer la latence sur l'écran. Ah juste la batterie va peut-être me lâcher, qui me permet donc de vous montrer la latence sur l'écran, effectivement sur la dalle tactile il n'y en a pas. Et bon point avec Chrome, eh bien mon template, le template de Top for Fun n'est pas claqué. Alors là, on est en train d'utiliser le Wi-Fi, est extrêmement mauvais chez moi en ce moment parce que je suis en train d'uploader des vidéos de test encore, je n'arrête jamais. Et voilà, donc on a quand même, somme toute, un affichage de la page qui est bon,
Voilà, le template n'est pas cassé. Donc on est vraiment voilà, sur une bonne navigation. Voilà. Et on arrive à lire facilement le contenu. Voilà, et on arrive à zoomer, dézoomer, vous voyez, avec l'effet de pincement. Voilà, donc effectivement, le navigateur fonctionne. Donc, de base, Android 4.1.1 est relativement complet, pas de souci à ce niveau-là. Rien à redire à ce niveau-là. C'est un système d'exploitation plutôt sympathique que vous pouvez donc personnaliser via le Play Store. Alors, je vous parlais de jeux notamment. Alors, on va en venir à un autre aspect qui est celui de l'utilisation. Ce téléphone est selon moi un téléphone qui est strictement réservé à un usage personnel et pas professionnel. Aujourd'hui, les professionnels ont plutôt tendance à se diriger vers des téléphones avec des écrans un petit peu plus conséquents, peut-être avec des performances un peu plus élevées. Donc selon moi, on est sur un entrée de gamme très sympathique, avec des performances moyennes de gamme, et qui reste plutôt destiné à un public particulier, un public de particuliers. Alors justement, maintenant l'usage de ce téléphone, il est plutôt censé être celui d'un téléphone fait pour appeler, avec 2 cartes SIM, donc une vraie maîtrise de sa consommation. On peut d'ailleurs imaginer très bien que vous jongliez entre 2 cartes SIM à petit prix, afin d'avoir justement des communications pas chères. Voilà. Donc c'est vraiment un bon point. Donc c'est vraiment pour moi une utilisation vraiment personnelle, plutôt de particulier donc, avec une optimisation de ses consommations téléphoniques, sachant que je qualifie aussi ce téléphone d'usage ludique. Alors, l'usage ludique non pas avec l'appareil photo, donc je le dis tout de suite, qui est un 3,2 mégapixels, qui est vraiment pas terrible, qui prend des photos qui sont des photos selon moi très dépannes, qui n'a pas de flash LED, qui n'a pas d'autofocus. Par contre, la caméra frontale peut être utilisée notamment pour prendre des photos. Alors vous le voyez, là je suis en train de jongler avec les deux, je suis en train de passer de l'une à l'autre. Mais le capteur principal n'est pas très bon, n'a pas d'autofocus en plus. Voilà, il n'y a pas d'autofocus, pas de flash LED, c'est vraiment le minimum syndical pour un appareil photo. Voilà. C'est juste pour dire qu'il est là. Et effectivement, il est là, il fait son travail, mais ne vous attendez pas à prendre des super photos avec ce téléphone. Par contre, on peut jouer à des jeux. Alors, c'est un très bon point, on peut jouer à des jeux 2D. Donc c'est un très bon point. Alors je vais lancer contre-jour, j'espère pouvoir lancer contre-jour. Voilà, voilà. Alors à force de graisser l'écran, il y a peut-être du mal. Voilà, ok. Alors petite chose d'ailleurs sur laquelle je me fais une parenthèse, vous avez vu là, il y a une petite LED qui clignote depuis tout à l'heure. C'est pour dire que la batterie est en train de me lâcher, mais c'est aussi une LED qui sert de LED de notification. Alors les jeux 2D, non, absolument pas de problème sur ce téléphone, hein, vous l'imaginez bien. Alors, je voulais vous dire, pas de problème, je suis en train d'avoir un effet Bonaldi. Je voulais lancer contre-jour, et ben voilà, vous le voyez, je n'y arrive pas. Alors, est-ce que c'est parce que je suis en train de faire des fausses manips? C'est bizarre. Bon, ok. Ben pour cette séquence, je ne pourrais pas vous lancer contre-jour. Par contre, je vais lancer Asphalt 7, qui est un jeu autrement plus gourmand, qui est un jeu 3D. On va y arriver. Ah, j'ai arrêté de cliquer pour tout quand même. Alors, le temps de chargement de Asphalt 7 est toujours très long. Mais ça, c'est valable sur tous les téléphones. On a quand même un téléphone qui est, sur les scores en tout et quadrant d'ailleurs, extrêmement élevé pour le téléphone que c'est. D'ailleurs, c'est une bonne surprise. Preuve qu'il doit être probablement très bien optimisé. Alors, hop, le panneau de loading numéro 1 vient de se passer. Donc là, on a encore une série de panneaux de loading. Donc n'hésitez pas à accélérer avec le petit curseur de la vidéo. Voilà, alors tout ça pour vous dire effectivement que le jeu 3D de démarche, bon, je suis un peu déçu pour contre-jour, je crois bien voulu vous le montrer en fonctionnement. Mais on a quand même un jeu 3D qui est celui, donc, qui s'appelle, je vais baisser le son, hein, c'est un peu fort. Hein. On a quand même un jeu qui s'appelle Asphalt 7 qui est quand même réputé pour être un jeu gourmand en ressources et qui fonctionne très bien. Alors encore un petit panneau de loading, comme d'habitude. Hein. Ça, ce jeu est considérablement pénible pour ces panneaux de loading. Et d'autant plus pénible qu'une fois que vous l'avez acheté, d'ailleurs vous l'avez vu,
ce jeu est d'autant plus pénible, et d'ailleurs ça a tendance à m'horripiler au maximum, qu'une fois que vous l'avez acheté, donc c'est-à-dire que vous l'avez payé quand même, et bien vous vous retrouvez avec des petits panneaux qui vous proposent d'acheter des options supplémentaires, donc de lâcher encore un petit peu d'argent. Moi je trouve ça scandaleux quand même dans des jeux. Alors après, charge à vous de réagir justement dans la vidéo, ça pourrait être sympa, mais je trouve ça scandaleux justement d'avoir des jeux que vous payez et qui vous proposent encore d'acheter des options continuelles. C'est pour moi quelque chose d'extrêmement énervant aujourd'hui. Alors, on va passer la petite vidéo et on va arriver dans le jeu. Donc un jeu que vous allez voir que vous pouvez piloter à l'accéléromètre, bien sûr. Alors j'exagère volontairement les mouvements pour vous montrer que ce jeu effectivement eh bien, tourne bien. Autre chose, c'est un détail, hein, mais lorsque je heurte, alors c'est un truc que j'ai tendance à vous indiquer, mais lorsque je heurte les lampadaires ou même un obstacle, donc je vais m'arrêter là parce que vous l'avez vu, hein, je suis un extrêmement bon joueur, mais lorsque je heurte les lampadaires et les obstacles en général, ce jeu est vraiment une bonne épreuve, parce que si jamais vous constatez à ce moment-là, au moment du choc dans le jeu, un ralentissement du jeu, ça veut dire que le téléphone n'est pas suffisamment performant pour le faire fonctionner de bonne manière. Là pour le coup, vous l'avez vu, le Wiko Sync Plus est un mobile qui fait fonctionner sans aucun problème un Asphalt 7. Bon, j'ai juste eu un petit bug avec le contre-jour. Bon, à voir dans un autre test justement si contre-jour est un jeu qui continue à planter. Bon, c'est peut-être lié aussi au manque de batterie, on va savoir. Bon, je ferai une petite parenthèse sur ce jeu une prochaine fois. Donc Asphalt 7 tourne sans aucun problème, donc c'est un jeu 3D qui tourne sans aucun problème, donc les jeux 2D tourneront également sans aucun problème, si ce n'est contre-jour comme je vous l'évoquais, mais là je tourne en boucle, et je vais donc passer à l'autre sujet, celui des autres points. Alors dans les autres points en général je cite l'autonomie et le DAS. Alors l'autonomie, elle est plutôt intéressante, même si là on est sur un téléphone qui est en train de tomber en rate de batterie, mais vous imaginez bien que c'est parce que je l'ai testé en long, en large et en diagonale. Donc on est sur un téléphone qui est doté d'une très bonne autonomie. Ouais, bon, je vais peut-être modérer, je dis très bonne, mais je suis peut-être un peu excessif. Je vais dire bonne, tout simplement parce que c'est une batterie certes de 1300 mAh qui se trouve à l'arrière du téléphone, mais c'est un téléphone qui n'est pas extrêmement énergivore. Donc dans l'absolu, c'est un téléphone qui peut parfaitement tenir 2 jours d'autonomie. 2 jours en autonomie en utilisation, c'est-à-dire pas de la veille, mais de la vraie utilisation avec un peu d'appels, un peu de page web, un peu d'email, voilà, avec du 3G ou du Wi-Fi connecté tout le temps. Donc on arrive à tenir effectivement 2 jours en autonomie avec ce téléphone. Après, effectivement, si vous commencez à tomber dans de l'appel téléphonique constant, 2 heures par jour par exemple, là je doute que votre téléphone dépasse la journée et demie. Donc voilà, tout est question de proportion, mais dans un usage normal, on va dire, avec une demi-heure d'appel, quelques SMS par jour, une demi-heure de web, email, avec un check quotidien, régulier des emails, et voilà, on arrive forcément à tenir presque 2 jours, enfin même 2 jours. Donc c'est un téléphone qui selon moi est doté d'une bonne autonomie, donc c'est un bon point, malgré une batterie un petit peu faible, 1300 mAh sur le papier. Moi quand j'ai vu ça, ça m'a un petit peu choqué, donc j'étais vraiment sceptique. Finalement on est sur quelque chose qui n'est pas trop beau. Maintenant pour le DAS, c'est l'autre point justement, c'est le DAS, le débit d'absorption spécifique, c'est cette capacité qu'a votre téléphone à émettre des ondes lorsque vous appelez. Et bien justement il est un peu élevé le DAS de ce téléphone, alors c'est un peu le point négatif, c'est selon moi le point négatif principal de ce téléphone. L'écran HD qui n'est pas HD, enfin l'écran qui n'est pas HD finalement dans l'absolu, ça on arrive à s'en accommoder, sachant que le téléphone est un entrée de gamme. Le DAS lui par contre est un peu élevé. Aujourd'hui il faut savoir qu'en Union Européenne on accepte des DAS de 2 watts par kilo. Donc ça c'est la norme, hein. Voilà, ça veut peut-être pas dire grand chose en soi, mais c'est la norme maximum, c'est le chiffre théorique à ne pas dépasser. Enfin c'est plus que théorique parce que si vous les dépassez vous n'êtes pas autorisé à commercialiser votre mobile en France. Le DAS de ce téléphone est de 1,2, donc il est dans la norme, hein. Il est légalement commercialisable en France et dans la totalité de la zone UE. Mais il faut savoir qu'il y a des téléphones, alors bon certes ce sont des hauts de gamme aujourd'hui, mais qui arrivent à atterrir dans les 0,3, 0,4. Et il y a des moyens de gamme qui sont très bien, les 0,6, 0,7, 0,9. Donc finalement on est selon moi sur un DAS qui aurait pu être amélioré. Donc preuve que le constructeur qui est Tino derrière ne fait pas vraiment d'efforts sur cet aspect-là, que c'est pas le cœur du problème pour lui. Le cœur du problème pour le constructeur, c'est plutôt d'avoir un téléphone qui tourne bien, qui fonctionne avec de belles performances, avec des composants derrière qui sont des composants qui restent malgré tout très accessibles, donc très entrée de gamme, mais avec des performances moyennes de gamme. Donc voilà, la vraie préoccupation du constructeur qui est Tino, c'est vraiment ça, c'est de faire un mobile qui tourne bien, plutôt qu'un mobile qui soit doté d'un très bon DAS. Voilà. Bon, ok. Donc charge à vous de prendre en considération cet élément-là. Sachant que le DAS aujourd'hui, on n'a absolument aucune étude vraiment fiable qui confirme que c'est quelque chose de dangereux pour la santé, mais le principe de précaution et c'est une obligation que l'on a, c'est légal justement, que l'on indique le DAS.
à chaque fois que l'on parle d'un téléphone. Voilà, donc effectivement, sachez que le DAS de ce téléphone est de 1,2 watts par kilo. Voilà, donc c'était l'analyse de ce fameux Wiko Sync Plus. Alors maintenant, si je fais une petite parenthèse, je pense que je vous l'ai déjà indiqué dans la vidéo, mais c'est un téléphone qui dispose d'une très bonne ergonomie matérielle, très bonne prise en main et que l'on peut utiliser avec un pouce. Voilà, donc je voulais revenir sur cet aspect-là, qui est un aspect sur lequel on me pose souvent la question, est-ce que c'est un téléphone qui peut être utilisé avec une seule main ou est-ce qu'on est obligé d'utiliser avec deux mains? Non, on peut parfaitement l'utiliser avec une seule main. Dès que le téléphone est doté d'un écran 3,5 pouces, en général, il n'y a pas vraiment de question à se poser, on peut parfaitement l'utiliser avec une main et un seul pouce. Voilà, donc très bonne ergonomie matérielle. Alors maintenant, pour refaire un petit peu le listing de tous les points que l'on a vus et faire la conclusion de cette vidéo. Alors, l'esthétique du téléphone et notamment son ergonomie matérielle, je viens de vous en parler, très bonne prise en main, pas de problème là-dessus. Un téléphone que je vous recommande par contre de tenir fermement en main, tout simplement parce qu'il est totalement en plastique verni, totalement en plastique glossy. Voilà, donc ça c'est le premier point. Très bon encombrement, poids léger, 113 grammes, c'est dans la très bonne moyenne des mobiles. Un mobile qui présente un écran qui est un écran de 3,5 pouces avec une bonne dalle tactile, qui n'est pas un écran HD, mais est-ce que c'est vraiment grave? Non, dans l'absolu c'est grave si vous commencez à être un amateur de vidéos HD, que vous matez tout le temps YouTube. Pour le reste, c'est un téléphone qui s'utilise parfaitement pour envoyer des SMS, des emails et consulter vos pages web. Donc là-dessus, pas de problème sur l'écran. La dalle tactile est une bonne dalle tactile, plutôt réactive, là-dessus aucun souci. Juste effectivement cette souplesse, mais ça c'est lié voilà, à un manque de rigidité de la dalle tactile et aussi du dos du mobile qui ont tendance à s'enfoncer en cas de forte pression. Mais ça c'est un peu lié à tous les mobiles entrée de gamme et moyenne gamme. Il n'y a que les haut de gamme avec des matériaux très nobles et valorisants tels que les doubles dalles Gorilla par exemple sur certains mobiles tels que le Sony Xperia Z. Qui peuvent s'enorgueillir justement d'avoir aucune déformation de châssis lorsque vous pressez fortement le mobile. Donc on est sur un mobile qui est forcément cohérent en termes de construction et qui est très bien assemblé, il n'y a pas de jeu dans les éléments, donc c'est un bon point. Le cache batterie par exemple s'emboîte parfaitement dans le téléphone, il n'y a pas d'interstice entre le cache batterie et le mobile. Voilà. Donc on est sur un mobile très bien fabriqué avec un bon écran, une bonne dalle tactile. En termes de performance, je vous l'ai évoqué, on est sur effectivement un processeur qui est à 1 GHz ou bloqueur cœur avec 512 MO de RAM, dont la moitié est squattée par le système d'exploitation ne serait-ce qu'au démarrage. Bon, le tout fonctionne pas trop mal, avec un score sur Antutu qui est donc de plus de 8000 points, 8200, et un score sur Quadrant qui est de 3100 points, c'est le score que j'avais obtenu précédemment. Là, on a vu qu'on était à près de 3000 points. Donc selon moi, tout ça donne des performances qui sont celles plutôt d'un moyen de gamme élevé, d'un bon moyen de gamme, plutôt que de celle d'un entrée de gamme. D'ailleurs, je suis même, et je le répète encore une fois de plus, très agréablement surpris de la performance de ce mobile, en tout cas des mesures qui ont été évoquées. Ce qui permet d'ailleurs de faire une autre parenthèse, ce téléphone fait fonctionner les jeux 3D sans aucun problème. Bon, Contre-jour qui est un jeu 2D n'a pas voulu se lancer, bon bah désolé. Je pense pas que ce soit lié au mobile en lui-même, c'est peut-être lié à un paramétrage, j'ai peut-être mal installé le jeu, j'ai peut-être mal réinitialisé le téléphone. Donc là pour le coup, je ne lui lancerai pas de pierre, je pense que c'est plutôt lié à mon paramétrage. Car si le téléphone arrive à faire fonctionner un Asphalt 3D, un Asphalt 7 pardon, qui est un jeu 3D, soyez sûr que tous les jeux 2D type Angry Birds et autres vont fonctionner sans aucun problème sur ce téléphone. Voilà, connectivité, c'est un autre point de ce téléphone. Alors la connectivité, c'est un téléphone qui est très connecté, qui est ultra connecté, donc 3G+, c'est vraiment un bon point pour un entrée de gamme, il est vraiment 3G+. Il est Wi-Fi, Bluetooth, AGPS, micro USB, micro SD, jack 3.5. Bon, il n'y a pas la 4G, il n'y a pas le NFC, mais ça c'est réservé au haut de gamme ou à la limite au moyen de gamme plutôt cher, à 400 €. Donc on est sur un téléphone voilà, qui est, selon moi, un très bon téléphone connecté, avec notamment une gestion des doubles SIM. Et d'ailleurs, pour parler justement de cet aspect de connectivité, on est sur un téléphone qui a une très bonne accroche réseau. Là où cet iPhone 4, qui décidément va être un téléphone que je vais arrêter de vous montrer dans les vidéos, est doté d'une accroche réseau qui est vraiment mauvaise, 2 barres ici, et pourtant je ne lui fais rien ce pauvre téléphone, on est dans une zone qui capte normalement. Et bien voilà, le Wiko Sync Plus est à 4 et 5 barres sur les deux cartes SIM que j'utilise. Donc on est vraiment sur une bonne qualité d'accroche réseau et une bonne qualité de conversation aussi d'ailleurs, c'est une petite parenthèse. La gestion des doubles SIM se passe donc par un Android de base qui est qui est un très bon Android 4.1.1 qui marche bien et qui me permet donc de gérer à merveille les deux cartes SIM. Enfin, qui me permet à l'occasion de ce test. Voilà, donc Android c'est le système d'exploitation que je vous ai évoqué, ça tourne bien, c'est à 4.1.1, ça n'est pas le 4.2.2 qu'on retrouve sur les Nexus, mais c'est la dernière version grand constructeur, enfin en tout cas dans la masse des constructeurs c'est la dernière version.
bah, ça fonctionne bien et c'est personnalisable via le Play Store, donc c'est un bon système d'exploitation. L'usage de ce téléphone est, je vous l'ai indiqué, ludique pour moi, donc c'est un téléphone particulier, c'est un téléphone destiné aux particuliers, qui pourra donc jouer, qui pourra donc prendre des photos avec un capteur photo par contre qui est pour moi pas très intéressant, c'est un 3,2 mégapixels, si vous voulez prendre des vraies photos, bah, dotez-vous d'un vrai appareil photo, parce que là c'est vraiment du complément, voilà, c'est pas un appareil photo sur lequel vous allez pouvoir vous éclater, c'est vraiment le minimum, voilà, c'est le minimum syndical. Et enfin l'autonomie de ce téléphone est bonne, même plutôt satisfaisante, avec une autonomie qui va jusqu'à 2 jours en utilisation, on va dire normale. Le DAS est juste par contre un petit peu élevé. Voilà, donc conclusion de ma conclusion qui a été longue, finalement c'est oui, je vous recommande ce téléphone à l'achat, oui, je vous recommande ce téléphone comme devant faire partie de votre liste de choix, je ne peux pas vous dire les choses autrement. Un téléphone à moins de 100 € doté de ces excellentes performances, eh bien ça ne peut être qu'un téléphone que je vous recommande. Voilà, aujourd'hui, pour 100 €, eh bien généralement vous n'avez pas grand chose sur le marché, vous avez des mobiles qui sont à la limite du basique, qui sont de très moyens smartphones pour être gentil. Là, on est sur un smartphone à 99 €, en tout cas qui est le prix que l'on attend justement de ce téléphone, auquel il va être vendu, en tout cas c'est ce qu'on attend, et eh bien c'est un bon téléphone. Voilà. C'est vraiment un bon téléphone, j'enfonce encore le clou sur cette notion ici. Oui, c'est un téléphone que je vous recommande, parce qu'à 99 €, de l'ordre donc de la centaine d'euros, on est vraiment sur un très bon téléphone. Alors, petite dernière parenthèse sur ce téléphone, justement, c'est que son nom n'est pas anodin. Il s'appelle le Wiko Sync Plus parce qu'il fait référence en fait à son prédécesseur qui est le Wiko Sync tout court. Alors, pour tout vous dire, en fait, c'est vraiment une belle évolution du Wiko Sync. On est clairement sur une nouvelle génération de Wiko Sync. On n'est pas sur une petite optimisation du Wiko Sync tout court. Le Sync Plus est vraiment une belle optimisation, sachant que par rapport au Sync tout court, il a quand même un processeur qui est nettement plus rapide. Le Sync basique, qu'on appelle aujourd'hui classique, avait un processeur qui était un 800 MHz simple cœur. Le Sync classique avait 190 MO de mémoire disponible, alors que celui-ci en a 1,5 Go de disponible. Par contre, le Sync classique avait une carte micro SD de 2 Go qui était fournie avec, bon, c'était un cadeau, mais pour moi c'était pas très intéressant en soi, autant vaut mieux acheter sa propre micro SD et en ajouter une bonne quantité de Go justement. Et de mémoire, le Sync je crois classique était un Edge, alors qu'ici on a un 3G+, hein, je le rappelle. Voilà, donc ça c'était pour la petite parenthèse sur la confrontation entre le Sync Plus et le Sync tout court. Voilà, donc un téléphone que je vous recommande, voilà, tout simplement. Bon, mais fin de cette vidéo, merci d'avoir visionné cette vidéo, je ne peux que vous remercier parce que maintenant je vois qu'elle dure depuis plus de 40 minutes, c'est un test qui est particulièrement long, merci de l'avoir visionné. Voilà, donc n'hésitez pas à commenter la vidéo sur ma manière de vous présenter le mobile en lui-même, ce que vous en pensez, est-ce que c'est selon vous bien, un bon mobile, est-ce que je vous ai présenté convenablement le téléphone, n'hésitez pas également à réagir là-dessus, n'hésitez pas à réagir largement, donc notamment sur notre chaîne YouTube, Top for Fun tout attaché, donc ça c'est la chaîne YouTube sur laquelle vous êtes peut-être d'ailleurs en train de visionner cette vidéo. N'hésitez pas à réagir sur notre blog, top-fort-fun.fr, une URL que vous voyez déjà en haut à gauche de cette vidéo depuis le début. N'hésitez pas également à réagir sur notre forum qui est accessible depuis notre blog. Il y a un lien forum dans le haut de l'entête, de notre blog. Donc n'hésitez pas à réagir sur notre forum. Et n'hésitez pas à nous rejoindre sur notre Facebook et notre Twitter. Je les cite en aparté, puisque tout simplement ce sont des sites sur lesquels on peut, et c'est d'ailleurs ce que l'on fait régulièrement, donner des petits flash news, donc c'est toujours sympa. On les donne plus généralement sur notre Facebook et notre Twitter, parce que voilà, ça se prête plus à des petits flash news de 140 caractères, forcément, ce qui est la capacité maximum de Twitter, comme vous le savez. Voilà, ça nous permet justement de vous donner des petits flash news qui n'ont pas forcément d'intérêt sur le blog ni sur le forum, qui sont voilà, vraiment des petites infos très rapides sur l'arrivée d'un nouveau mobile sur le marché, l'arrivée d'un nouveau test, la baisse d'un prix, etc. Voilà. Donc n'hésitez pas à nous rejoindre sur notre Facebook, notre Twitter, notre YouTube, notre blog, notre forum, et n'hésitez pas à commenter, j'ai toujours plaisir à vous lire, et en général je réponds en moins de 24 heures. Voilà, merci d'avoir visionné cette vidéo, à bientôt, ciao ciao.